Bonjour tout le monde, je suis Mélissa de On se comprend. Aujourd'hui, je vous présente Deria, la maman de Mémé. Elle va venir nous parler de la trisomie 21, qui est sa réalité. Donc, à toi, ma chère. Bonjour, alors je m'appelle Deria, je suis maman de Mehmet qui a aujourd'hui 3 ans et demi environ. Et je suis aussi maman d'une grande de 8 ans. Donc, on vit tous les quatre ensemble avec mon conjoint. Et c'est notre réalité, la trisomie 21. Mais pas juste ça. Non, c'est ça. Puis, ce qu'on veut faire, c'est de vous informer sur cette réalité-là, parce qu'on connaît tous la trisomie 21, mais le quotidien d'une famille, on ne le connaît pas. Puis, je voulais que tu nous en parles. Dans le fond, ça fait 3 ans et demi, c'est votre réalité. Donc, je voulais savoir, est-ce que tu peux nous expliquer le début, comment vous l'avez appris? Et on va y aller comme sur une ligne du temps pour informer les gens. Alors, moi, j'avais une grossesse assez aisée. Je veux dire, ça s'est super bien passé. Il n'y avait aucune complication. J'avais même fait, je dirais, une certaine partie des tests qu'on fait d'habitude pour la trisomie 21. Je travaillais beaucoup, donc j'avais pas eu le temps. Puis honnêtement, pour moi, c'était pas si important. Et bref, les prises de sang, tout était beau. Alors, je m'en étais pas faite avec ça. Est arrivée la journée de l'échographie de 20 semaines. Donc là, bon, c'est sûr que ça reste toujours derrière ta tête, mais tu ne penses jamais que tu peux avoir un enfant qui est différent, ou en tout cas. J'étais là avec ma mère cette journée-là, puis dans le fond, c'était comme vraiment une échographie usuelle, puis tout d'un coup, la radiologiste, elle a eu un gros silence, puis bon, j'ai compris tout de suite qu'il se passait quelque chose de particulier, puis finalement, elle m'a dit, ton bébé, il n'y a pas d'os nasal. Puis je savais très bien qu'est-ce que ça voulait dire, le fait qu'il n'y ait pas d'os nasal. Puis bon, elle a commencé à faire des mesures, puis c'est là qu'elle m'a dit, écoute, je pense que je vais devoir te transférer à Sainte-Justine pour en avoir le cœur net parce que je suspecte que ton bébé, il y a eu un syndrome. Puis ce syndrome-là, je suspecte que c'est la trisomie 21. Puis, tu sais, j'ai appris le même jour aussi que c'est un garçon. Elle m'a dit ça comme ça. C'était comme dans les détails après, là. Puis c'est ça, c'est comme ça que j'ai comme commencé à avoir des suspicions, puis on a été envoyé à Sainte-Justine. Puis cette journée-là, j'ai pleuré ma vie. Ça a été vraiment difficile. Est-ce que, je me permets de te couper, est-ce qu'entre le jour où tu l'apprends et le jour qui te transfère à Sainte-Justine, il y a eu un gros délai ou ça s'est fait relativement rapidement? Non, il n'y a pas eu un si gros délai que ça. Je dirais que, si je me rappelle bien, j'avais eu comme mon écho, c'était soit en juin, peut-être un mois et demi après, on m'a appelé de Sainte-Justine. OK, fait que t'es quand même environ un mois et demi dans le néant, pas sûr de ce qui se passe. Exact. C'est un gros stress. Puis, veux pas, tu googles. Hein? Il faut pas googler, mais tu googles. Bon, OK, os nasal, les mesures, puis tu regardes toutes les histoires possibles, mais bon, euh, C'est c'est ça. typique de l'humain. On fait tous ça, googler. Ne pas googler. Non, premier conseil, ne googlez pas les symptômes ou les annonces qu'ils vont vous dire. Non. C'est une très bonne idée. Mais Donc, bref, on a été envoyé à Sainte-Justine un mois environ plus tard. Puis à Sainte-Justine, on a été super bien pris en charge. Honnêtement, on est arrivé là stressé, puis je connaissais en plus la radiologue, là, ça a comme à donner comme ça. OK, OK. Ouais, mais c'est ça. Donc, dans le fond, plus que les échos avançaient, plus que les signes augmentaient parce qu'il y a environ 50% des enfants qui ont la trisomie 21 qui ont aussi une cardiopathie congénitale, c'est-à-dire un problème cardiaque, euh, OK. déjà in utero dans le ventre de la maman. Et ça a été le cas pour Mehmet. Donc, durant l'échographie, ils ont vu qu'il y avait des anomalies de ce côté-là aussi. Donc, on m'a envoyé en cardiologie. Puis, le cardiologue a confirmé, écoute, les traits, les marqueurs s'accumulent et ça, c'est un marqueur de plus, en plus des mesures que tu avais déjà, qui tendent vers une trisomie 21. Donc, de là, on a été envoyé en génétique. OK. Et en génétique, c'est sûr que c'est une longue rencontre où est-ce qu'on t'explique un peu les possibilités que tu as. Donc, j'étais à 20 semaines, puis rendu à la génétique, j'étais vraiment dépassée 20 semaines aussi là, de grossesse. Alors là, on m'a expliqué un peu c'était quoi la trisomie 21. Donc, on m'a expliqué c'était quoi le syndrome. En général, c'était une rencontre un peu négative parce que, veut pas, on nous explique beaucoup toutes les comorbidités, c'est-à-dire tous les problèmes de santé
qui peuvent être associés à la trisomie 21, tout ce qui peut arriver aussi à l'accouchement, bref, en tout cas. C'est donc, c'est comme une rencontre très lourde. Il n'y a pas de réconfort nécessairement. Là. Ils te mettent vraiment sur table ce qui va se Ouais. passer ou peut se passer dans le fond, dans le futur. Oui. Puis en fait, selon ta décision, parce que c'est là qu'on te demande là, si tu veux faire une amniosynthèse ou pas, mais on te remet quand même toujours, moi on m'a remis, puis tu sais, c'est ça que j'ai, c'est exactement le même feuillet que le RT21 m'avait remis. On m'a remis ça, puis il y avait une carte pour consultation psychologique dedans. OK. Puis on m'a dit que ben, là-dedans, il y avait toutes les informations que j'avais besoin si jamais j'avais besoin d'aller voir quelqu'un justement pour en parler ou avoir les ressources nécessaires pour apprendre c'est quoi la trisomie 21 ou parler avec d'autres parents, bref. Donc, c'est ça qu'on m'a remis, mais tu sais, on m'a remis ça, puis je dirais que c'est pas mal tout. Là. C'est pas eux qui m'ont donné le réconfort en tant que tel. Eux, leur mandat était très précis, c'était d'informer sur tout l'aspect de la trisomie 21, puis me donner les possibilités. OK. Donc, à partir de là, soit qu'il y avait l'analyse sanguine aussi, mais le plus certain, c'était la myosynthèse, puis moi, je l'ai refusé. Oui, c'est un choix qui est assez déchirant, ce que je me fais dire. Ça doit pas Ouais. C'est très douloureux, je crois aussi. Ben, je sais qu'il y a des parents qui l'acceptent, puis je comprends tout à fait ça. Il y en a qui l'acceptent pour être certains, puis bon, il y en a qui ne veulent pas garder le bébé, puis il y en a qui veulent pas attendre aussi à l'accouchement parce que c'est quand même, tu restes quand même avec le doute, là. Donc, pendant les mois qui suivent, ils veulent être certains, OK, c'est ça, on va être mieux préparé pour accueillir notre enfant. On sait que c'est ça le syndrome qu'il a. Mais je trouve ça bien, par exemple, qu'ils offrent l'option, puis en fait, qu'ils sont d'accord avec l'option que le parent choisit. Je trouve ça magnifique. Là. Oui. C'est un choix personnel. Là. Exactement. C'est une rencontre où il n'y a pas de jugement, puis il te laisse quand même, je veux dire, vivre tes émotions. Parce que moi, cette rencontre-là, j'écoutais, mais je pleurais en même temps. Là. Puis elle me dit, ouais, mais t'es sûr que tu veux continuer? Puis je suis comme, ben oui, vas-y, continue, je t'écoute. C'est juste que je suis comme débordée, je suis en train d'être envahie par mes émotions, mais je ne peux pas partir. Là. Donc, puis ils ont été quand même très empathiques là, à ça. Puis, mais pour moi, c'était clair. J'étais dépassée 20 semaines. Puis déjà, le handicap et la différence faisaient partie de ma vie parce que c'est mon travail, mais aussi parce que, bon, j'ai beaucoup d'empathie pour les familles comme ça. C'était comme pas dans mes options. Alors, c'est ça. C'est comme ça que ça commence. Fait que ça commence assez... ça commence avec des choix déchirants dès le départ, dans le fond. Oui. OK. Ouais. Puis là, dans le fond, ta grossesse se poursuit. Est-ce que tu deviens un peu plus confortable avec ce qui s'en vient ou tu restes le reste de la grossesse sur le stress? Comment que ça se passe, cette fin de grossesse-là? Je pense que c'est un peu des deux parce que j'en ai profité un peu pour lire. Tu sais, des fois, lire trop, c'est pas bon non plus, mais surtout pour parler avec d'autres parents. Tu sais, il y a un groupe Facebook qui est dédié au Québec. Là. Il y en a aussi dans d'autres pays, mais au Québec, qui est comme une famille là, pour moi. Donc, dès que j'ai appris l'annonce, j'ai écrit dans le groupe et déjà, on m'a comme soutenue. J'ai reçu beaucoup d'amour. Puis ça, juste ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Donc, de le savoir avant, ça a été une certaine aide dans le sens que oui, j'ai pu me préparer, mais malgré tout, je pense qu'on ne peut jamais vraiment se préparer à un choc ou à quelque chose qu'on sait qui va être inévitable, qui va arriver, parce qu'on ne sait pas non plus. Moi, je me dis, bon, il y a une cardiopathie, je ne connaissais pas ça du tout. Là. Qu'est-ce qui va arriver à la naissance? Est-ce qu'il va être bien? Est-ce qu'il va être correct? Puis on m'avait parlé que des fois, ça se passe super bien, mais des fois, qu'il y a des complications. Donc, je pensais un peu à tout ça aussi. Mais comme je travaillais en même temps, ben, puis j'avais ma fille, elle avait comme 4 ans là, à ce moment-là, je pense. Ben, ça roulait, hein? Fait que j'avais d'autres choses à faire, donc ça m'occupait l'esprit un peu. Donc, oui, j'ai été stressée, mais je n'ai pas été stressée non plus au point d'être envahie tout le long du reste de ma grossesse. OK. Dans le fond, il faut rester occupé. Oui, ben, en parler aussi, si on en a besoin. Je sais qu'il y a certaines personnes qui veulent pas nécessairement, mais je pense que si j'avais gardé ça pour moi, ça aurait été plus difficile. Effectivement, ça, c'est vrai que parler en général, ça l'aide énormément. Mm-hmm. OK. Et là, on arrive au fameux jour que tu rencontres enfin ton enfant. Peu importe comment ça peut virer, je pense que ce jour-là, il est magnifique. Donc, Exactement. comment... C'est que je l'ai vécu.
En fait, je n'ai pas accouché à Sainte-Justine. Moi, on m'avait proposé, puis je regrette là, d'avoir dit non. Là. Mais non, moi, c'est l'hôpital que j'ai accouché ma fille, j'ai accouché là. C'est pas que c'est mauvais, mais bon, j'ai accouché à Sacré-Cœur. Je suis allée là, puis en fait, c'était juste parce que je faisais de la pré-éclampsie. OK. Donc, j'étais à 37 semaines de grossesse. J'avais un rendez-vous là, de routine, puis elle m'a dit, ben écoute, ça va pas bien, là, ta pression, il faut qu'on te déclenche. Je suis comme, non, comment ça? J'étais à 37 semaines. Mais bref, on est allé à l'hôpital, puis ça a été super rapide. Là. J'ai eu le pitocin, je pense, puis en 3 heures, Mehmet était née. Oh, wow! C'était un accouchement quand même spécial parce qu'il était bien placé pour la sortie, mais au dernier moment, il s'est retourné en siège. Puis lui, ça a tenté de sortir en siège. Puis il est sorti dans sa poche amniotique. Donc, je pense que ça l'a comme un peu sauvé. Là. Pour vrai, t'as vécu Ouais. ça? OK. J'ai pas pu le voir, malheureusement, mais il est sorti. Puis la médecin comme, voyons donc! Puis elle l'a attrapé. Puis honnêtement, et il ne s'est rien passé par la suite. Il y a eu un petit peu de difficulté avec l'oxygène, donc il y a eu besoin d'avoir un petit peu d'oxygène, mais j'ai pu l'avoir sur moi. Je pense que c'était comme la chose la plus importante. Puis je l'avais écrit, j'avais fait un plan de naissance, puis j'étais comme, peu importe qu'est-ce qui se passe, à moins qu'on s'entende, l'urgence, je veux avoir mon bébé sur moi. Puis on me l'a donné, puis quand je l'ai pris, il était magnifique. Je veux dire, à ce moment-là, je m'en suis même pas rendu compte parce qu'à un moment donné, il avait arrêté comme de respirer. Moi, j'étais comme, t'es tellement beau, puis mais ça n'a pas duré longtemps, là, donc après ça, ben, c'est là qu'on m'a dit, ben écoute, on va devoir aller à Sainte-Justine, on va être transféré à Sainte-Justine. OK. Est-ce que c'était par prudence, dans le fond, vu qu'il y avait un diagnostic? Exactement. C'était par prudence parce qu'il y avait aussi une cardiopathie. Effectivement. Puis, bon, il disait qu'il allait être mieux être pris en charge à Sainte-Justine. Ils s'y connaissent beaucoup mieux au niveau du syndrome, mais aussi au niveau des problèmes cardiaques. Alors, la journée même, dans le fond, moi, il ne voulait pas me laisser partir. Là. J'ai signé une décharge. Je disais, non, je veux partir. Je ne peux pas laisser mon enfant tout seul. Puis, on est parti à Sainte-Justine. On est resté 2 semaines en néonat. Ce n'est pas tous les enfants qui restent en néonat, les enfants qui ont la trisomie 21. Il y en a que ça se passe super bien. Mais bon, Mehmet, comme il était considéré comme un prémort, sans être un prémort, là, parce qu'il était né quand même assez petit, puis il y avait un petit début de jaunisse. Il a dû être gavé un petit peu. Il avait de la difficulté à boire à cause de sa cardiopathie, il se fatiguait facilement. Puis après, c'est là que dans le fond, on nous a dit, pour confirmer le diagnostic, parce qu'il y avait encore là beaucoup de marqueurs, à la naissance, une des premières choses qu'il voit, c'est l'hypotonie. Donc, il était très mou. Il était vraiment... il s'est laissé complètement, puis le médecin a dit, ben, il est très, très hypotonique. On voyait quand même, moi, je les voyais, les traits du visage aussi. Puis le petit orteil, le petit orteil qui était comme, c'est pas le cas de tous les enfants, mais c'est un des marqueurs aussi que l'orteil du pied est un peu plus décalé des autres petits orteils. Ah ouais, OK. Ouais. Parce que c'est vrai ce que tu dis, ben, les personnes qui ont la trisomie 21, dans le fond, ils ont des traits. On les reconnaît, on les voit, puis on le sait, puis ils sont magnifiques. Mais la petite orteil, je savais pas. Ben, c'est spécial parce que c'est comme un peu on appelle ça le simian, la ligne de la main. C'est pas tous les enfants qui ont la trisomie ou les jeunes qui ont la trisomie qui l'ont. Puis même chose pour l'orteil, mais ça fait partie d'un des marqueurs, d'un des traits parce que c'est courant. Donc, OK. c'est quelque chose qui est observé. Puis je ne savais pas. C'est quand le médecin m'a dit, ah oui, OK. OK, une petite orteil différente, ça va. Mais c'est très mignon. Là, donc, son petit orteil qui est comme plus loin des autres. OK. Ouais. Donc, là, tu es à Sainte-Justine. Ouais. Ton bébé, il y a ces petits, on dit des petits problèmes de naissance comme plus basiques, à part le problème cardiaque, on s'entend. Ouais. Quand vous sortez de l'hôpital, ton enfant est en santé. Ouais. Parce qu'on s'entend que la trisomie, c'est pas une maladie qu'il faut guérir. Exactement. Donc, toi, tu t'en vas à la maison avec ton petit bébé. Est-ce que tu as l'impression de t'en aller comme quand tu as quitté avec ta fille ou tu sens qu'il y a une pression, qu'il y a une peur, il y a quelque chose? Ça a été très, très différent parce c'est
on est comme entouré, ce qui est une bonne chose, mais en même temps, c'est envahissant parce que souvent, après une naissance, tu as besoin d'être dans ta bulle, Oui. tu as besoin d'être dans ton cocon familial, de profiter de ton bébé, mais c'est comme si j'avais jamais vraiment pu profiter de Mémette bébé parce que, bon, on avait souvent des rendez-vous, puis euh, j'ai été chanceuse parce qu'à ce moment-là, bon, par la suite, on a appris que Mémette avait d'autres problèmes de santé, mais à ce moment-là, Mémette, à part le cœur, puis son problème cardiaque, c'était quand même un problème basique, là. C'était très stable, c'était pas un problème inquiétant. De ce côté-là, ça allait super bien. Alors, je n'étais pas stressée au point de vue de la santé, mais c'est sûr qu'on avait beaucoup, beaucoup déjà de choses à vérifier. Déjà, à l'hôpital, avant de quitter, on a fait les tests génétiques pour confirmer la trisomie. Un mois plus tard environ, on a reçu les tests génétiques confirmant la trisomie, qui était une trisomie libre et homogène. C'est le type de trisomie qui est le plus observé d'ailleurs. Environ, je ne vais pas dire n'importe quoi, 95 des enfants, des bébés trisomiques ont une trisomie libre. Est-ce que, là, je ne veux pas me tromper moi non plus, mais Ouais. juste vous dire, ceux qui vont écouter la vidéo, on va vous partager la documentation aussi, donc pour confirmer ce qu'on dit. Si je ne me trompe pas, il y a 3 sortes de trisomie environ, c'est ça, hein? Bien, en fait, il y a la trisomie libre que je viens de nommer, il y a la trisomie par translocation, puis il y a la trisomie mosaïque. OK, puis la plus commune, ça serait la libre, c'est ça? Oui, la libre est homogène. C'est-à-dire que toutes les cellules du corps ont, ben, j'aime pas ce mot-là, je vais le dire autrement, sont porteuses de la trisomie 21. Tandis que la trisomie par mosaïque, ben, ça dépend de chaque trisomie mosaïque, c'est différent pour chaque personne, mais c'est un certain nombre de cellules donc, OK. qui sont porteuses de la trisomie 21. Puis par translocation, ben, c'est encore là, il y a une part d'hérédité. OK, c'est bon à savoir. Je te laisse continuer ton histoire. Oui, ben c'est ça. Donc, une fois qu'on a reçu le diagnostic, on le sait, là, que la trisomie, mais je sais pas, ça a été, on se le fait confirmer. Puis à chaque fois, on se le fait confirmer. Puis ça a été comme deux réactions. Ça a été une façon pour moi d'accepter encore plus le diagnostic, mais ça a été aussi un rappel des difficultés qu'allait avoir mon enfant. Parce que quand on te nomme le diagnostic, on est retourné en génétique, puis c'était notre dernier rendez-vous. Après ça, on a eu notre congé de la génétique. Ben, veux pas, on m'a rappelé les problèmes que je pouvais avoir en lien avec la trisomie 21. Mais moi, je l'avais déjà, mon bébé, dans mes bras. Là. Donc, pour moi, c'était à ce moment-là un bébé parfait, puis un bébé qui, pour l'instant, n'avait pas de différence. Ou... C'est sûr que quand ils sont bébés, des fois, on n'observe pas nécessairement les retards de développement qui vont venir plus tard quand ils grandissent. Là. OK. C'est intéressant parce que souvent, quand on parle d'un enfant qui est différent, c'est vrai, souvent, le 0-6 mois, on ne voit pas tant parce qu'un bébé reste un bébé. Ça ne fait pas grand-chose. C'est un petit bébé. Et c'est souvent à 6 mois, quand elle commence à s'asseoir, quand elle commence à nous regarder plus, que là, on commence à percevoir les différences. Oui. Ça doit être à peu près ça, toi aussi, dans les tranches d'âge de 6 mois, approximativement? Oui, ben en fait, ça a été vraiment là. Puis, je dirais que de 0 à 6 mois, Mehmet, il était quand même plus hypotonique que je dirais que la moyenne des enfants qui ont la trisomie 21. Je ne peux pas comparer nécessairement, mais il était très hypotonique. Ça a pris beaucoup de temps à s'asseoir. Ça a pris beaucoup de temps à faire la roulade. On parle de 4 à 6 mois. La roulade, lui, il a roulé vers ses 14 mois. OK. Donc, mais au plan affectif, au plan social, il nous fixait dans les yeux, il nous souriait, donc il était très réceptif. Il faisait beaucoup d'efforts aussi, donc il levait très bien sa tête, il était fort du coup. Puis, bon, il buvait bien son biberon. Donc, c'est sûr que moi, je pense que jusqu'à ses 10 mois, en fait, j'ai tiré à l'été. OK. Ça a été difficile pour lui d'avoir de la succion. Fait que ça a été quelque chose qui était comme plus différent. Mais sinon, ça a été vraiment après, là, vers ces 6 mois à 1 an que là, tu sais, à 6 mois, l'alimentation embarque aussi, hein, l'entrée des solides. Ça a été un gros défi, puis ça l'est encore pour me mettre. Et c'est là que aussi les problèmes de santé ont commencé pour me mettre.
Donc, Avant de rentrer dans le sujet des problèmes de santé de Mehmet, je te pose la question. Peut-être que tu le sais, peut-être que tu ne le sais pas, mais est-ce que les gens, dans le fond, qui ont la trisomie 21, est-ce qu'ils ont des particularités avec l'alimentation? Est-ce qu'ils ont où ils mangent en général, ils ont n'importe quoi ou certains ils ont je cherche le terme, je veux dire un TOC qui, mettons, doit manger texture spéciale ou pas du tout? ça dépend tellement de plusieurs variables. Juste un exemple, Mehmet, il fait de la dysphagie, c'est un trouble de déglutition qui faisait en sorte que tous ces liquides devaient être épaissis parce qu'ils s'aspiraient au liquide clair. OK. Et ça, c'est pas le cas de tous, mais c'est quelque chose qui est fréquemment observé aussi. Puis, ça complique l'alimentation, ça complique la déglutition, justement. Puis, des fois, ça peut créer des rigidités. Il y a des enfants qui ont des hyperréactivités sensorielles, certains n'en ont pas du tout ou à divers degrés. Donc, ça aussi, ça peut compliquer. Par exemple, Mehmet, lui, est quand même assez forte, son hypersensibilité, là. Puis ça nous a un peu compliqué la tâche d'alimentation. Mais il y a des enfants qui, dès 6 mois, ils vont commencer la diversification menée par l'enfant. Ils vont manger des morceaux. Il y en a qui ne vont même pas passer par l'étape de purée. Donc, c'est très, très possible là, de le OK. faire aussi. C'est du cas par cas, je dirais. Puis, c'est d'y aller avec la connaissance qu'on a de son enfant puis des recommandations du médecin. Très bonne, très, très bonne explication, on va se le dire. Donc là, on est rendu sur la ligne du temps environ, Mehmet a 1 an. Il fête son premier Ouais. anniversaire. Il est rendu où dans son cheminement? À 1 an, Mehmet était un enfant très, très, très social. Il souriait beaucoup, riait. Il était très joyeux. Puis, je dirais pas actif comme un enfant typique, mais il commençait à vouloir enfin explorer son environnement. Puis ça, c'était merveilleux pour moi de voir ça. Il commençait à se rouler pour aller observer des choses dans la maison. Mais Mehmet, il faisait beaucoup d'otites. Donc, ce qui a fait en sorte qu'à un moment donné, après un certain nombre d'otites, on avait peur pour son audition. Donc, on est allé passer plusieurs tests et tout. Puis, l'ORL nous a recommandé de poser des tubes. Donc, vers ces 1 an, justement, on est allé pour la pose de tubes. Puis, la chirurgie, en fait, c'est une chirurgie qui est quand même assez basique, là, Très normalement, commune qui est aussi. commune, qui s'est très bien passée. Sauf que c'est là qu'ils se sont rendus compte que, oups, Mehmet, il n'était pas intubable. C'était difficile de l'intuber. Donc, ils ne réussissaient pas à l'intuber, puis ils ne comprenaient pas pourquoi. Donc, ils ont dû faire d'urgence une bronchoscopie, donc une caméra pour aller dans les voies aériennes et respiratoires, pour se rendre compte que ça bloquait. Il y avait un rétrécissement de la trachée, donc Oh. vraiment proche, ici, en tout cas proche du poumon, je le montre. On appelle ça une sténose en termes médicaux, sténose trachéale. Donc, c'est vraiment la trachée qui se rétrécit et qui, fait en sorte que ça ne passait pas. Alors, c'est en sortant de l'opération, moi, je ne m'attendais pas à ça. Là, ah oui, madame, ça s'est super bien passé l'étude, mais on a découvert quelque chose. Puis, honnêtement, je n'ai pas compris sur le champ quand on m'a annoncé ça. Pour moi, une sténose, c'est quoi ça, une sténose? OK, c'est pas grave, ça, c'est-tu grave? Puis, je ne comprenais pas l'ampleur de ce qu'on m'annonçait, mais c'était la première fois que je recevais comme un deuxième diagnostic, je dirais, après la trisomie 21, qui finalement a été plus difficile que le diagnostic de la trisomie 21 à encaisser. Puis même que le diagnostic cardiaque, là, parce que c'était, bon, je pense que je m'y attendais un peu plus que celui-là. Donc, à ses 1 an, à sa fête, on a appris ça, proche de ses 1 an. Puis, on est chanceux parce que la Sainte-Justine, notre ORL et tout, m'a rassurée, donc sur les étapes à venir et tout, qu'est-ce qui allait se passer pour me mettre et tout. Puis après ça, on a été comme pris en charge de ce côté-là. Juste pour être certain, la sténose. Mm-hmm. Le nom me dit quelque chose, mais sans plus. Pour les gens qui, comme moi, cherchent à peut-être savoir quoi, qu'est-ce que ça apporte comme condition dans la vie d'avoir une sténose? Alors, Mehmet est un peu plus à risque, par exemple, s'il attrape un virus de détresse respiratoire. Donc,
Ça peut être aussi quand il s'alimente, quand il fait du sport, il peut s'essouffler très facilement. Donc, Mehmet, il ne marche pas encore, puis il ne court pas encore. Donc, on ne sait pas à quoi ça va ressembler quand il va se mettre à être plus actif. Est-ce qu'il va être essoufflé facilement? Donc, plus que le degré de la sténose, c'est ça qu'on m'expliquait, c'est que du point de vue clinique, donc l'enfant, lui, quand on le prend, lui, là, comment il est quand il est malade? Est-ce qu'il faut qu'il soit aux soins intensifs? Est-ce qu'il y a une détresse? Donc, du plan de vue respiratoire, c'est que puis moi, c'est pas ça que j'observe pour me mettre honnêtement. Je pense que c'est comme notre chance là-dedans parce que cliniquement, ça se passe très bien. Donc, il n'y a pas de difficulté à respirer. Des fois, par exemple, on peut entendre un stridor, c'est-à-dire un bruit qui vient du fond, là, donc qui va faire en sorte que, par exemple, quand il y a un rhume ou quand il est grippé, ben là, il y a plus de difficultés. Mais on est comme prudent, donc on sait comment réagir si ça arrive, donc il faut faire plus attention. Mais c'est, en tout cas, je ne suis pas touchée du bois, là, mais ce n'est pas encore arrivé. Mais c'est quelque chose dans cette perspective-là. C'est vraiment au niveau respiratoire, donc il y a une fragilité à ce niveau-là. OK. Ça, ça ne fait pas partie des facteurs nécessairement de la trisomie 21, c'est juste. Non, pas du tout. À la base, c'est une malformation qui est hyper rare. Puis, c'est rare dans la population générale. Donc, ça l'est pas, c'est pas plus courant avec les personnes qui ont la trisomie 21. C'est bon à savoir, parce que les gens Ouais. peut-être vont dire crème, OK, c'est que Non, non, non. Parce qu'il faut comprendre, là, arrête-moi si je me trompe, quand tu vis avec la trisomie 21, en général, tu n'as pas plus de maladies que d'autres enfants, ou si je me trompe. Ben, en fait, il y a des comorbidités, donc c'est-à-dire qu'il y a des maladies qui peuvent être associées. Puis là, je dis peuvent parce que ce n'est pas le cas nécessairement. Par exemple, il y a beaucoup de... Des fois, ce qu'on va voir, c'est au niveau intestinal. Donc, des enfants qui vont avoir des problèmes à ce niveau-là. Des fois, bon, je l'ai nommé les problèmes cardiaques, qui est quand même 50% des enfants qui ont la trisomie 21, des jeunes. Il va y avoir des problèmes ophtalmologiques aussi, donc au niveau des yeux, des enfants qui peuvent avoir besoin de support, l'audition qui est vérifiée, la thyroïde qui va être vérifiée. En fait, il y a une panoplie de choses qui est vérifiée, mais oui, il y en a des conditions plus particulières à la trisomie, mais il y en a qui ne sont pas nécessairement reliées à la trisomie non plus. Mais c'est sûr que quand l'enfant naît, c'est toutes des choses qui sont vérifiées pour être certain. C'est sûr qu'ils sont plus aux aguets, qui vérifient plus de choses qu'un enfant qui est neurotypique. C'est ça. OK. Donc, là, toi, tu disais qu'il y a plusieurs conditions. Fait que là, on a son cœur, on a la sténose. Qu'arrive-t-il par la suite? Au quotidien, je te dirais que nous, ça allait super bien malgré tout. Donc, on avait des rendez-vous de physio, on avait des rendez-vous d'ergothérapie, on avait tous les rendez-vous de professionnels à Sainte-Justine qui le suivaient par rapport justement à ces conditions-là. On a été comme admis au PSIC, le programme de soins complexes à Sainte-Justine après justement la découverte de la sténose. Puis c'est un programme qui est merveilleux, là, qui nous soutient vraiment bien. Il y a eu l'entrée du CRDI aussi éventuellement. On nous a assigné une éducatrice spécialisée. Mais au quotidien, honnêtement, oui, on avait beaucoup de rendez-vous, mais on vivait comme tout le monde. Donc, on ne s'est pas empêché de faire des sorties. Donc, il y avait des adaptations à faire pour Mehmet, évidemment, mais je veux dire, on vivait notre vie. Donc, on faisait nos choses. Puis, je ne suis pas retournée au travail, par contre. Ça a été un choix. Donc, je suis restée à la maison pour m'occuper de lui parce que je voulais un peu aussi faire l'aider dans tous les rendez-vous qu'il y avait. Là. Je ne pouvais pas non plus travailler en même temps. Effectivement. Puis, je tiens à le mentionner parce que pour ceux qui ne savent pas, je vais mettre ta page Instagram parce que tu montres énormément du quotidien de Mehmet, puis c'est magnifique à voir. Il faut comprendre que lui, il y a des choses qui sont un peu plus difficiles. Mettons, la motricité fine, ça va plus à travailler. Juste marcher, se tenir debout, d'orthèse, que tu me disais. Donc, travailler ses pieds, c'est du travail qui demande énormément de temps. Oui, ça prend du temps. Veux pas, ça prend du dévouement. Donc, puis, ça dépend de chaque enfant encore là. Je veux dire, il y a des parents qui décident de vivre leur vie au quotidien, de faire ce qu'ils auraient fait avec chacun de leurs enfants. Puis honnêtement, j'ai pas été, mis à part les rendez-vous, j'ai pas été différente avec Mehmet
qu'avec ma grande. Donc, je pense que c'est important aussi. Je voulais comme moi le vivre, puis je voulais aussi lui faire vivre c'est quoi être une famille, donc. Mais, tu sais, on ne se cachera pas que oui, il y avait quand même des devoirs, j'avais des choses à retravailler à la maison. C'est juste l'alimentation, on devait faire des massages pour l'aider, donc toutes sortes de trucs pour le faire progresser. Donc, c'est ça. Puis comme il n'allait pas à la garderie, ben c'était surtout moi qui faisais une grosse partie de tout ça. S'il avait Ah, été, peut-être ça aurait été différent aussi, là. parce qu'il peut aller à la garderie, on va se le dire. Oui, il pourrait très bien aller à la garderie. D'ailleurs, je l'ai inscrit. Donc, Ah oui? j'attends. On attend Donc, ça du c'est papa. ça. Fait que dans le fond, juste parce que tu sais, j'essaie de comme résumer, là, quelqu'un qui apprend que son enfant va vivre avec la trisomie 21 peut avoir une vie totalement normale avec quelques embûches, comme des Oui. rendez-vous, beaucoup de rendez-vous d'après moi, parce que ça doit être tous les enfants qui vont en ergo ou presque. Mais c'est un quotidien qui est relativement normal. Mhm. Il faut juste mettre des rendez-vous dans notre horaire. C'est ça. Surtout la première, la deuxième année, je dirais. OK. Puis après là, ben, ça dépend de chaque enfant parce que la première année, tu sais, il y en a qui, honnêtement, vont se développer quand même très bien au niveau moteur, donc ils vont avoir peut-être moins besoin de physio, tandis qu'il y en a qui ça va être plus de langage, donc des fois, c'est comme tout ça en même temps. C'est vraiment selon le rythme de l'enfant aussi. Donc, nous, c'était un peu de tout ça parce que c'était toutes les sphères qui étaient un peu plus difficiles vu qu'il était très hypotonique. Donc, veut pas, ça touchait aussi sa mâchoire. Donc, c'était pas juste son corps. Lui, c'était vraiment le visage aussi qui était hypotonique. Donc, on devait travailler cette sphère-là. Puis, éventuellement, bon, il y a des rendez-vous qui sont disparus, puis il y en a d'autres qui sont apparus. Donc, je dirais que chaque famille, c'est différent. Il y en a qui vont y aller vraiment avec leurs besoins aussi, là. OK, c'est vraiment intéressant parce que moi, ce que je vois, puis ce que je vais inviter les gens d'aller voir ta page plus tard, parce que ce que tu vois dans le quotidien, c'est que c'est. Moi, je le regarde, Mehmet, puis je vois un enfant. Tu sais, oui, je le sais, mais je le vois juste avec son gros sourire, tout heureux de faire de la pâte à modeler avec maman, tout heureux de peser sur le petit bouton. Tu sais, de l'extérieur, oui, c'est vrai que, comme tu dis, il y a des particularités qu'on remarque, on est capable de dire, ah, cette personne-là vit avec la trisomie, tu sais. Mais en passant, moi, je vois un enfant totalement heureux, là, je vois rien d'autre, là. Mehmet, il est heureux. Puis, je pense que au quotidien, lui, dans le fond, il est petit encore. Éventuellement, peut-être qu'il va avoir conscience de ses difficultés et tout, mais lui, il vit sa life, comme on dit, là. Ça va fouiller dans les amours de maman. Il a du plaisir, il explore. Puis c'est sûr qu'il est un petit peu plus fatigué que la moyenne des autres enfants à cause de ses maladies. Mais honnêtement, s'il n'y avait pas ça, je pense que il ferait, ça ne l'empêcherait pas de faire plein de choses. Donc, malgré les choses qu'il a à travailler, donc malgré, on parlait de motricité fine, mais euh, souvent, justement, quand on les aide un peu puis qu'on leur donne les adaptations qui sont nécessaires, bien, ils peuvent être capables de réussir plein de choses. Donc, faut juste être patient, puis il faut les soutenir, puis aussi aller demander l'aide qu'on a besoin aussi, parce que des fois, nous, c'est bien beau faire tout ça, mais on est parents avant tout. Là, on n'est pas les thérapeutes non plus de notre enfant. Donc, je pense que c'est important aussi des fois de juste être parent, d'avoir du plaisir avec notre enfant dans notre quotidien. Wow, tes paroles sont magnifiques parce que je pense que tu viens de dire la plus belle chose, c'est qu'on est des parents. Votre enfant, il vit avec une différence. Il faut quand même que vous vous amusez avec. Vous ne devez pas être un thérapeute à temps plein, tu sais. Oui, Puis d'aller demander de l'aide, d'aller cogner aux portes, c'est pas, ça devrait pas être honteux. Ça devrait juste être, j'ai besoin pour donner plus d'aide à mon enfant puis lui permettre d'avoir une belle vie, tu sais. oui, Ils sont là pour ça, les personnes aussi qui travaillent, là. exactement. Est-ce que, justement, ben, on va en parler puis on finira plus tard sur d'autres choses, mais justement, l'aide, où qu'on va la chercher? Ben, en fait, il y a plusieurs ressources qui existent. Nous, c'est sûr que à Montréal, la première que j'aurais tendance à nommer, c'est le regroupement pour la trisomie 21. Puis, c'est le premier, en tout cas, c'est la première ressource que moi, j'ai connue, donc parce que c'est ça qu'on m'a présenté en premier. Puis, avant même que Mehmet naisse, déjà, j'avais ma première rencontre. Puis, après la naissance aussi, ils ont rencontré Mehmet, donc on a eu notre première rencontre. Donc, il y a plein de soirées de parents, il y a plein d'informations aussi qu'on peut aller chercher donc, pour avoir des fois de l'information directe de d'autres familles, mais aussi de professionnels donc, qui peuvent nous soutenir dans les besoins qu'on a avec notre enfant.
Sinon, il y a la Fédération donc, québécoise de la déficience intellectuelle. Il y a, ça, c'est plus à la Naudière, mais il y a la PTL aussi, qui est une association pour les enfants qui ont la trisomie 21 et leurs familles. Moi, comme je disais tantôt, durant le rendez-vous des génétiques, on m'a offert le cartable, si on veut, du regroupement, mais dans le cartable, il y avait aussi des cartes, donc d'aide psychologique, si jamais j'avais besoin de parler soit à une psychologue ou une travailleuse sociale pour parler un peu de... Parce que veut pas, c'est un choc, là, le diagnostic. Donc, on reçoit le diagnostic, comment on le vit, euh, puis dans le fond, qu'on accepte ou pas. Parce que, comme je disais tantôt, il y a des parents qui vont décider de ne pas le garder. Il y a des parents qui vont décider de le garder ou de le donner en adoption, bref. Donc, on est comme soutenu là-dedans. Puis ça, c'est aussi après la naissance qu'on nous le demande des fois. Est-ce que vous avez une travailleuse sociale et tout? Des fois, il faut qu'on frappe à des portes, par contre, parce que des fois, ça ne vient pas nécessairement tout seul. C'est important, je crois, de le mentionner. Les personnes vont devoir vivre cette réalité-là, oser poser des questions, oser cogner aux portes parce que les gens ne savent pas nécessairement que vous êtes dans cette réalité-là. C'est important de dire hey, excuse-moi, j'ai besoin, connais-tu quelqu'un? Oui. C'est vraiment important, c'est pas gênant. Les gens sont là pour aider. Comme tu as dit, les pages Facebook, là, on va se le dire, les réseaux sociaux, là, oui. c'est beau, les réseaux sociaux, ça l'aide énormément. Fait que ça vaut la peine de faire des recherches et de demander. Là. Les gens en général, les gens sont là pour aider. Oui, tout à fait. Puis moi, j'ai jamais eu de mauvais retours à ce niveau-là. Tu sais, on parle de réseaux sociaux, mais honnêtement, toutes les questions que j'ai posées, j'ai toujours été rassurée. Puis non, c'est sûr qu'on ne va pas poser nécessairement des questions. On sait que ce n'est pas des médecins, mais au niveau des trucs dans le quotidien, tu sais, le brossage des dents, c'est difficile. Comment on fait? Ou comment vous faites, vous? Ou parler des journées où on va moins bien ou des réussites de notre enfant, parce que chaque réussite, c'est une fête là, à la maison, c'est sûr. Fait qu'on veut le partager. Donc, je pense que les professionnels, c'est super important, mais si on en a besoin aussi d'autres familles qui vivent à peu près des choses similaires à nous, c'est vraiment aidant aussi, là. Donc, dans différentes perspectives. Tu sais, entre parents, tout court, entre parents d'enfants, juste d'enfants, ouais. C'est fun de s'aider. Puis quand notre enfant a une particularité, c'est encore plus le fun de faire comme ah, toi aussi? Hey, moi, je fais ça, toi, fais ça. Ah, mon Dieu, merci, tu viens de me sauver 2 heures de chicane ou quelque chose comme ça. Mais je trouve ça bien. Et là, on a toutes ces tags-là. Il y a beaucoup d'informations aussi sur Internet quand on fait les bonnes recherches, pas juste sur Google, hein, on va se le dire. Et là, aujourd'hui, il y a presque, il y a 3 ans et demi, un peu plus, si je ne me trompe pas. Il va bien? Comment que... En fait, au quotidien, ça va bien. Donc, c'est un peu la même chose. Donc, on continue à faire nos choses. Honnêtement, il y a moins de rendez-vous que ce qu'il y avait avant. Donc, on est comme plus un peu libre de faire qu'est-ce qu'on veut avec lui, chose qu'on ne pouvait pas nécessairement faire la première année parce qu'il y a beaucoup de choses à vérifier et tout. La partie qui était un peu plus difficile pour nous, c'est vraiment, comme je disais tantôt, c'est qu'au fil du temps, il y a eu des problèmes de santé qui se sont comme ajoutés. Puis qui a fait en sorte qu'on doit respecter davantage son rythme à lui, donc son niveau de fatigue, parce que des fois, tu sais, on va voir, j'ai l'impression de faire beaucoup de choses avec Mehmet, mais c'est comme un 5-10 minutes de ma journée, mais le reste de la journée, je vais le laisser vraiment relaxer, puis juste jouer comme pour le plaisir de jouer sans faire nécessairement des apprentissages aussi, parce que il a besoin d'être un enfant, il a besoin d'être lui aussi, d'apprendre à travers d'autres enfants, donc de socialiser, de faire des expériences que ferait n'importe quel autre enfant. Donc, je pense que maintenant, ce que je dirais, c'est vraiment notre gros défi, tu sais, plus que tout ce qui est comme développement. C'est sûr que des fois, je vais être un peu comme inquiète. Ah, ben là, le langage, c'est difficile. Voyons, il n'y a pas de mots encore. Ou la marche, on va travailler un peu. Mais la santé, ça m'a donné comme un coup encore plus difficile que tout ça. Puis dans des moments où est-ce que je suis vraiment plus comme je voudrais donc qu'il fasse ça, je me dis on va y aller à son rythme. Regarde, ce qui est important, c'est qu'il est bien maintenant, il est stable maintenant. Puis c'est comme ça que j'essaie comme de continuer puis de respecter aussi son rythme là-dedans. Là. Ah, c'est beau. Tes paroles sont tellement belles, tu t'exprimes bien. Parce que, c'est ça, comme tu dis, outre sa condition, il y a des problèmes de santé, puis c'est tout ça, je pense, qui est comme... Oui. N'importe quel enfant qui est malade, qui a un problème de santé, c'est difficile pour le parent. Exact. De là, l'importance de toujours être bien entouré. Mm-hmm. J'aurais quelques petites questions
comme un peu en rafale, Oui. qui vont paraître très banales, mais c'est que je sais que les gens se posent ce genre de questions-là. Mehmet va avoir 5 ans. Est-ce qu'il rentre à la maternelle dans les classes normales ou il va dans une école spécialisée? En fait, ce qu'on sait ou ce qu'on doit savoir, c'est que chaque enfant a le droit d'être inscrit à l'école puis d'être scolarisé dans un milieu régulier. Donc, Mehmet pourrait aller dans une maternelle régulière. Donc, l'inscription se fait comme on inscrirait un enfant qui a un développement neurotypique, disons, c'est-à-dire on va l'inscrire à l'école de quartier. Puis après ça, ben, on vérifie selon les besoins. Il y a OK. beaucoup d'enfants qui ont la trisomie 21 qui font une maternelle régulière, qui font une certaine partie aussi de leur primaire au régulier, voire le primaire au complet. Au régulier, c'est possible, ça peut arriver, dépendamment aussi en fait, dépendamment de plusieurs facteurs, parce qu'il y a la déficience intellectuelle, qui est quand même allant de légère à modérée à, bon, sévère et tout. Il y a l'autonomie au quotidien. Des fois, les problèmes de santé aussi peuvent jouer là-dedans. Pour ce qui est de Mehmet, je ne peux pas statuer en ce moment parce que je ne sais pas, mais j'ai l'impression que c'est sûr que j'aurais voulu, pour être honnête, qu'il essaye la maternelle régulière, mais je ne pense pas que pour lui, ça serait la meilleure option. Je dirais plus par rapport à ses problèmes de santé. OK. Puis, parce que ça va demander probablement des soins, beaucoup d'attention particulière. Puis bon, à 3 ans et demi, il ne marche pas encore. Je ne sais pas s'il va marcher vers ses 5 ans. On va le souhaiter fort. Oui. Mais j'ai comme plusieurs choses à comme considérer par rapport à ça. Puis c'est comme quand même une décision d'équipe, si on veut. Puis on peut être soutenu. D'ailleurs, là, j'ai reçu une lettre là, du centre de réadaptation parce qu'on peut être soutenu là, dans cette étape-là. Il y a d'ailleurs au RT21, là, je me suis inscrite, là, il y a comme des conférences, des ateliers qui se donnent par rapport à l'inclusion scolaire, le plan d'intervention, les questions qu'on veut poser, comment on peut être soutenu dans cette période-là, qui est comme une période quand même assez charnière. C'est quand même important. Mais l'école est importante. Le premier jour, peu Ouais, importe l'enfant, c'est ça. est-ce qu'on a pris une bonne décision? Là, donc, en fait, encore là, c'est un cas du cas par cas. L'enfant, le parent doit être vraiment à l'écoute et l'équipe qui entoure l'enfant va Exact. pouvoir guider la décision. Ah, mais c'est bien. Autre petite question simple. Je passe à l'adolescence. Je sais que c'est loin. Là. En général, à ce que je sais dans mon propre bagage, c'est que ces personnes-là peuvent avoir un travail aussi. Oui. Souvent faire des travails dans des places qui ont des programmes, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Un ado à jeune adulte peut travailler. Oui, il peut être. Il y a beaucoup d'organismes, il y a beaucoup d'emplois. En tout cas, de plus en plus, moi, c'est ce que j'observe, puis ça me rend vraiment heureuse là, de voir qu'il y a beaucoup de milieux qui vont offrir justement des emplois, puis qui vont être ouverts d'accueillir. Il y a le RT21 aussi qui forme, qui fait de la formation. Là, ils vont me pardonner, là, j'ai oublié, je pense que c'était le TASSA. Ils font de la formation pour les jeunes adultes. Il y a des programmes d'intégration. Il y en a qui peuvent aller en appartement supervisé aussi, qui sont préparés à ça. Wow. Donc, de plus en plus, on en voit là, dans les milieux de travail. Ça, c'est intéressant. Vraiment. Une fois dans notre coin, on en a un. C'est un beau garçon, il est tellement gentil, il s'occupe de l'épicerie, puis il est tellement heureux de nous voir tous. C'est la même chose pour nous. On est comme ah, bonjour! Il met de la joie. Il met de la joie. Oui. Et OK, fait que là, on a enfant, on peut aller à l'école, adolescent, on se fait des amis probablement aussi. L'ouverture déjà est toujours de plus en plus belle. Donc, je pense que le futur de nos enfants est encore mieux que Après ça, jeunes adultes peuvent travailler. Est-ce que je ne veux pas avoir l'air un peu bizarre ma question, mais est-ce qu'il peut venir à vivre par lui-même ou dans un centre spécial où il vit chez maman et papa juste tout le reste de sa vie? Est-ce que c'est du cas par cas? Comment ça fonctionne, cette partie? Ma réponse va être la même, je dirais, c'est que oui, ça va être encore du cas par cas. C'est sûr que ça va demander beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience. Ça va demander du travail selon chaque enfant, chaque jeune. Il y a des enfants, il y a des jeunes, je dis enfants parce que j'ai un enfant, là, mais il y a des adolescents et des jeunes adultes qui, pour être sincère, vont avoir besoin de soutien au quotidien, tout le temps. Donc, il y a des enfants, puis des fois, c'est pas nécessairement
relié, ça peut l'être, mais ce n'est pas nécessairement relié au degré de la déficience intellectuelle ou des habiletés de motricité, des fois, juste comme cuisiner, l'hypotonie. Il y a des activités qui vont être un peu plus difficiles, mais c'est possible. Donc, il y a de plus en plus de programmes qui existent pour ça. Des fois, c'est sûr que, ça, c'est, je dirais, pas juste pour la trisomie 21, mais au niveau de l'handicap, à 18 ans, ça peut arriver, il y a des familles qui, oups, tout d'un coup, les services sont comme moindres, ils sont diminués, fait qu'on se retrouve parfois un peu plus dans le néant. Fait que oui, il y a des familles qui peuvent se sentir plus voyons, je suis toute seule, qu'est-ce que je fais? Donc, encore là, ça, c'est un autre défi qu'on pourrait parler pendant des heures, mais ce que je veux dire, c'est une réalité. Mais c'est pas impossible. Donc, il y a des jeunes qui peuvent même vivre en couple, donc qui peuvent se faire des chums, des blondes, donc puis arriver à vivre avec elles en gagnant un certain niveau d'autonomie. Puis bon, je sais que dans certains appartements, il y a des éducateurs qui sont là, qui vont les soutenir. Puis il y a des Wow. jeunes qui vont vivre aussi avec leurs parents. Donc, des fois, ce n'est pas nécessairement relié à la capacité. Des fois, ça l'est, mais des fois, c'est des décisions aussi qui sont prises de part et d'autre. Puis des fois, c'est le jeune lui-même qui va surtout si c'est un jeune qui verbalise beaucoup, qui parle, qui va nommer vouloir plus d'indépendance rendu. Parce que, veux pas, à l'adolescence, ben c'est des adolescents. Hein? Donc, C'est ça, là, ça reste des ados aussi. oui, exact. Je te pose la question, as-tu peur pour l'adolescent? Je sais que c'est loin, mais tu vois, c'est pas si loin que ça. Oui, ben, je sais pas. Je dirais que, tu sais, je suis un peu pour l'instant dans le même état d'esprit que je suis pour ma grande. C'est sûr que pour lui, il va avoir des défis différents, mais je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Peut-être qu'il va vivre une adolescence, il va revendiquer de l'indépendance, puis ça va quasiment me rendre heureuse qu'il le fasse, qu'il prenne sa place, puis qu'il s'affirme. Mais ça se peut aussi qu'il ait encore besoin de beaucoup d'aide. Fait que, puis ben, nous, on va vieillir, hein? On ne va pas rester jeune. Donc, c'est plus de ce côté-là. C'est de savoir comment ça va être plus tard, comment lui est-ce qu'il va s'intégrer, est-ce qu'il va essayer de faire des amis, c'est un peu tout ça. Donc, au quotidien, je ne me stresse pas avec ça, j'essaie de ne pas y penser, mais quand on pose la question, c'est ça que je dirais. J'adore. Encore une belle réponse. Fait qu'en gros, on a un beau mémette avec un beau gros sourire qui progresse de jour en jour parce que tu me disais que tu vois des progrès qui doivent avoir un moment donné où ça va faire comme tu vas faire, il est où mon bébé? J'ai plus de bébé. Oui, ben déjà, des fois, je me dis, ah, t'as grandi vite, toi. Puis, ma dernière question que j'aurais pour toi, c'est plus au niveau familial. Tu as une fille Oui. qui est plus vieille, si je ne me trompe pas, c'est pas 8 ans? 8 ans, oui. Ah oui, c'est ça. Comment elle vit ça? Comment que vous avez apporté je veux dire la nouvelle, mais comment vous lui avez apporté que, gars, ton petit frère, il va être différent, mais pas tant que ça non plus, parce que, comme tu dis, tu essaies de vivre un quotidien totalement normal. Comment tu gères ça avec un autre enfant? Alors, quand Mémette est née, Saïma était petite, ma petite fille, elle avait 4 ans. Donc, quand j'ai dû lui expliquer, donc il était encore dans mon ventre, déjà pour elle, c'était quand même abstrait, hein, un bébé dans son ventre. Elle avait déjà vu d'autres personnes enceintes, mais je ne savais pas trop, honnêtement, comment lui expliquer ça. J'ai demandé, c'est pour ça que j'ai demandé aussi d'autres expériences, parce que j'avais peur de lui en dire trop ou de lui en dire pas assez, de l'inquiéter pour rien, alors que moi-même, à ce moment-là, c'était un peu abstrait pour moi. Mais donc, j'ai lu des histoires. Donc, on a lu des livres ensemble. Il y avait des livres qui existent là, pour les fratries ou juste parler de la différence en général. Donc, sans nécessairement parler de trisomie, oui, on en a parlé aussi, mais de parler de la différence. Parce qu'au quotidien, ben, on est entouré aussi de gens qui sont différents. Effectivement. Puis, quand elle était plus petite, elle l'avait très bien pris. Donc, elle ne voyait pas trop la différence de son frère quand il est né. Donc, pour elle, c'était un bébé comme les autres. Donc, elle jouait avec lui, elle n'avait aucune difficulté. Mais c'est plus tard, je dirais qu'en grandissant, elle a commencé à prendre conscience. Donc, puis en comparant, hein, donc on a eu, j'avais de la famille qui avait eu des enfants rapprochés de l'âge de Mémette. Puis bon, eux, par exemple,
première année, il marchait, mais Mehmet ne marchait pas encore. Puis elle le regardait. Ah, ben cet enfant-là, il a le même âge que mon frère. OK, lui, il ne marche pas encore. Ah, ben lui, il parle pas encore. Ou la langue. Souvent, c'était ça qui revenait souvent. Tu sais, Mehmet avait la langue ressortie. Ben pourquoi Mehmet a la langue ressortie? Ben là, j'ai expliqué, tu sais, pourquoi c'est de l'hypotonie. C'est quoi de l'hypotonie? Ben, tu sais, on a des muscles dans notre corps. Ben, pour lui, c'est plus difficile de garder la langue, en tout cas. Puis c'est comme ça, petit à petit, qu'elle s'est comme aperçue que, wow, mon frère est différent. Mais au quotidien, c'est sûr que des fois, elle me voyait avec lui faire des choses que je ne faisais pas avec elle nécessairement. Fait qu'elle me posait des questions. Des fois, ça entraînait de la jalousie aussi. Donc, puis même si toi, tu as toute la bienveillance que tu veux, puis tu essaies de lui expliquer, ben, c'est pas dans l'explication qu'elle va retrouver du réconfort. Puis c'est ça que j'ai dû comme apprendre avec le temps. Puis on a comme aussi cherché de l'aide à ce niveau-là. C'est que ben, c'est dans l'émotion. Il faut juste l'accueillir. Puis, ben oui, c'est ça la réalité. Puis tu as raison de comme, trouver ça difficile. C'est difficile là, qu'on va en parler. Donc, on a comme commencé à parler de ses émotions, puis c'est là que ça a ressorti. Puis à partir de là, c'est à ce moment-là que j'ai vu qu'elle s'est comme épanouie là-dedans. Donc, elle a commencé à vraiment accepter la différence de son frère, arrêter de comparer aussi, tu sais, aux autres, mais comparer plus positivement aussi. Des fois, c'est normal qu'on compare encore, puis qu'elle va comparer encore, elle va le faire. Puis, mais au moins, elle était moins dans la jalousie ou dans la douleur, si on prend. Puis, au fil des explications qu'on lui donnait, ou juste des fois de valider que, ben oui, c'est plate, hein? Tu voudrais jouer avec lui, mais ça, il ne peut pas le faire. Ouais. Mais tu peux faire ça à la place. Tu peux faire ça à la part. On trouvait d'autres... exactement, des alternatives. Puis elle a appris à voir le côté positif aussi, puis à jouer autrement avec lui, puis à trouver du plaisir, à rire avec lui, à le faire rire, parce que lui, c'est le meilleur spectateur. Là, comme il va rire à toutes ses blagues, puis à toutes ses faits, là, fait qu'elle est super heureuse. Ah, c'est cute! Ben, tu sais, je trouve ça très beau parce que c'est ce que je me disais. Quand tu as un enfant, peu importe ce qui arrive avec un frère ou une sœur, c'est important de répondre à ces questions sans trop en donner. Ouais. Ça reste des enfants. En tant qu'adulte, on fait tous l'erreur humaine d'en donner trop d'informations. Il faut juste comprendre ça. Puis ça, probablement qu'il existe aussi des places à aller chercher l'information. Probablement que les organismes en donnent aussi entre parents. Quand vous échangez entre vous, c'est important de dire hey, moi, j'ai un garçon, j'ai une fille plus grande, plus jeune. J'apporte ça comment, tu sais. Parce que l'inverse, il y en a que c'est le grand frère ou la grande sœur. Puis le bébé qui arrive après qui c'est vrai. Puis comme, wow, attends, moi, je ne suis pas comme lui. Pourquoi? Mm-hmm. C'est un très bon point d'accueillir le questionnement sans trop en donner. C'est ça. Puis moi, j'étais trop dans le rationnel. J'étais trop en train de vouloir tout expliquer, mais c'était pas ça, là, son besoin. Donc, puis c'est à force de justement demander de poser des questions que je me suis rendu compte que, ben c'est vrai, tu sais, parce que c'est spécial, mais je veux dire, moi, au quotidien, autant qu'on le faisait, parce que mon emploi, tu sais, je le faisais, mais avec ton enfant à toi, c'est pas pareil. On dirait que c'est comme tu le vis d'un plan plus émotionnel. J'arrivais pas nécessairement à le faire. Puis il y avait comme un atelier, justement, au RT 21. Finalement, bon, il y a eu la COVID, j'ai pas pu y aller là, à ce moment-là, mais justement pour la fratrie. Donc, des psychologues ou des intervenants qui juste rencontrent la fratrie pour les aider justement à verbaliser ou à parler d'autres choses ou comme à voir des réalités qui sont similaires à la leur. Donc, ça, c'est quelque chose qui est aidant aussi, là. Écoute, pour vrai, je suis comblée de par tes paroles. Je pense que ce que tu viens d'expliquer de votre quotidien, les conseils que tu as donnés vont probablement aider. En tout cas, je suis persuadée que ça va aider des familles qui vivent cette réalité-là. Donc, si je fais un petit résumé bref pour terminer la conversation, c'est de s'informer, c'est de poser des questions, de s'entourer, de ne pas hésiter à aller cogner aux portes quand on a besoin. Puis il doit y avoir beaucoup d'essais-erreurs. Oui. Comme tous les parents. Des essais-erreurs, on en fait toute notre vie. Donc, c'est comme tu disais aussi, c'est beaucoup de volonté, de force, c'est d'accepter nos décisions, de vivre comme nous, on veut le vivre. C'est de ne pas se comparer aux autres familles. Parce que chaque famille vit la réalité de la trisomie 21 différemment. Chaque cas, c'est du cas par cas. Depuis le début, tu le dis. Donc, je pense que le meilleur conseil qu'on peut donner aux gens qui vont l'écouter, c'est vraiment aller chercher les bonnes ressources dans vos régions. C'est sûr que c'est ça, probablement que chaque région a une organisme. C'est ça. S'il n'y en a pas, ben, je suis persuadée qu'il y a d'autres
d'autres régions peuvent aider pareil. Donc, ne Mhm. pas hésiter. Je vais te dire un énorme merci pour ton temps, nous avons parlé de ton beau mémette, de ton quotidien. Je vais mettre aussi ton lien de ta page parce que je pense que ça peut aider les gens. Puis ça peut aider plein de gens, pas juste des gens qui ont un enfant différent. Et ben encore, merci beaucoup. Ben, c'est moi qui te remercie. Ça a été vraiment plaisant pour moi. Ça me fait plaisir. Donc, à tous ceux qui ont écouté, je vous dis merci. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à aller chercher l'information. Je vais vous mettre des liens dans la description. Donc, merci beaucoup.